Nous puissions tenir les trois séquences que la délégation enchaîne ce matin. Mes chers collègues, la délégation sénatoriale aux Outre-mer a engagé mardi dernier un cycle d'audition sur les perspectives d'évolution institutionnelle Outre-mer. Je vous rappelle que notre objectif est double, de faire part d'abord d'un tour d'horizon des souhaits d'évolution dans les territoires ultramarins, souhaits qui se sont notamment exprimés dans l'appel de Fort-de-France le 17 mai dernier, et d'autre part de mûrir la réflexion sur une éventuelle révision des dispositions constitutionnelles relatives aux Outre-mer à l'occasion de l'élaboration du prochain cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Pour cette réflexion, nous bénéficions du rapport précurseur du président Michel Magras, publié en 2020, intitulé « Différenciation territoriale Outre-mer, quel cadre pour le sur-mesure ?» que nous pourrons actualiser. Nous avons également l'éclairage des juristes de l'AGIDOM que nous avons rencontré le 29 juin dernier. Pour notre seconde audition, nous accueillons ce matin en visioconférence une des signataires de l'appel de Fort-de-France, Madame Huguette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion. Madame la Présidente, nous vous remercions chaleureusement de votre disponibilité. Le décalage horaire est de plus de 2 heures et il est donc 11 heures chez vous. Je vais vous céder la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes. Sachant qu'un questionnaire vous a été adressé au préalable pour préparer cette audition. Nous souhaitons bien entendu vous entendre sur la fameuse disposition de l'article 73 alinéa 5 de la Constitution, dit amendement Vira-Poulet, avec notre co-rapporteur Micheline Jacques. Nous vous interrogerons ensuite et je ne doute pas que mes collègues auront également des questions à vous poser. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de prendre le temps de considérer la position de la région Réunion sur ce sujet d'importance qu'est l'avenir institutionnel des Outre-mer. Nous sommes la région d'Outre-mer la plus importante sur le plan démographique puisque nous comptons presque 870 000 habitants aujourd'hui et comme toutes les autres régions d'outre-mer, les difficultés sont intenses chez nous puisque nous avons 40% de notre population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Et donc, la Réunion est toute oui. Si vous êtes toutes oui sur l'avenir institutionnel des Outre-mer et à notre écoute, vous nous avez fait parvenir un certain nombre de questions et nous tâcherons de répondre avec sincérité à toutes les questions que vous nous avez posées. Quand vous nous parlez du bilan de l'organisation institutionnelle de la Réunion, ce bilan, vous le savez, c'est le bilan de 76 ans de départementalisation depuis la loi du 19 mars 1946 et c'est celui aussi des 40 ans de la régionalisation issue des lois de décentralisation. Et c'est un bilan, je pourrais dire que c'est un bilan qui est extrêmement riche et pour reprendre une formule, un bilan globalement positif, marqué évidemment par des progrès évidents dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'élévation du niveau de vie, des infrastructures, des acquis sociaux, mais un bilan caractérisé aussi par un mal développement traduit par un chômage structurel, la persistance d'inégalités criantes et une part importante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Et pourtant, nous avons à La Réunion une jeunesse formée, une jeunesse diplômée. Le sentiment d'insatisfaction, vous le savez, ce sentiment d'insatisfaction de la population se lie très facilement lors des élections par l'importance de l'abstention et des votes qui sont des votes contestataires. Si l'on considère par exemple les résultats de la dernière élection présidentielle, il semble manifeste que les populations ne se reconnaissent plus dans les décisions prises à l'échelle nationale. En ce sens, dans l'idée de lutter contre ce sentiment de rejet des autorités publiques, il semble primordial de rendre effectives les dispositions permises par la loi 3DS, à savoir d'impliquer
plus, et c'est pas facile, hein, d'impliquer plus fortement encore les citoyens dans l'action publique et de donner la latitude nécessaire aux collectivités sur l'ensemble de leur domaine de compétences afin de conduire une action publique qui correspond encore mieux aux besoins de la population et du territoire et ainsi la rendre plus efficace. C'est cela qui est important. Et lorsque vous nous parlez de compétences et d'adaptation des normes, les exemples de décalage entre les aspirations et les besoins du territoire d'une part et les limites des politiques menées d'autre part sont manifestes et cela se voit, ça se remarque dans de nombreux secteurs. Je citerai par exemple le sujet récurrent. Nous avons là des collègues, les parlementaires, les sénatrices qui sont là. Le sujet récurrent, les sénatrices de la Réunion, les sujets récurrents des normes de construction qui sont inadaptées au bâti tropical. La loi littorale qui s'applique sur les 19 communes de l'île. Nous en avons 24 de communes. Alors, c'est 19 communes de l'île qui ont une frange littorale. Le découpage historique de la Réunion qui va du battant des Lames au sommet des montagnes fait que les services de l'État appliquent également cette loi sur les parties du territoire situées dans les hauts. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué, toujours dans le domaine de l'aménagement. L'application de l'article 42 de la loi Élan impose aux communes littorales d'identifier des formes d'habitat existantes dans leurs documents d'urbanisme SCOT et plus, dans le cas où ces espaces seraient classés en zone urbaine. C'est la demande de la DEAL au niveau local. Il pourrait y avoir des problèmes de compatibilité des plus avec les SCOT et surtout avoir avec le schéma d'aménagement régional qui n'a pas identifié ces zones urbaines. Des dérogations ont été prévues pour la Corse qui dispose d'un PADUC, mais pas pour les schémas d'aménagement régional. L'application de la loi résilience et climat, notamment, et on a eu une grosse réunion cette semaine sur le zéro artificialisation des sols. Cela pose aussi problème sur un territoire insulaire, sur un territoire qui est étriqué, qui est limité. Ce concept de zéro artificialisation nette aura forcément du mal à trouver son application sur des territoires ayant encore à faire face à une forte croissance démographique, qui a besoin de développement et qui est bloqué, notre département qui est bloqué entre montagne et océan. Et déjà, c'est un territoire qui est fortement contraint par des couches de protection multiples. Vous savez, nous avons un parc national, nous sommes classés au patrimoine mondial, on a la loi littorale, on a la protection, évidemment, la protection forte des espaces agricoles, et donc avec l'avis conforme du CDPNAF, des risques naturels qui sont très prégnants, un PPR aussi qui gèle aussi beaucoup de possibilités. Il est donc difficile de compenser les besoins d'extension. L'insularité exacerbe la difficulté posée par cette loi. Autre exemple dans le domaine de la coopération régionale et de l'action internationale où l'État ou l'Union européenne conclut des accords avec nos pays, les pays de notre environnement, sans que nous y soyons associés. Nos capacités juridiques d'agir dans ce domaine ne sont pas à la hauteur de l'ambition que nous portons d'une véritable politique de co-développement régional. Autre illustration pour la région de pouvoir porter une grande politique maritime. Et ça, on le dit tout le temps, hein, la Réunion est le navire amiral de la France dans l'océan Indien. Nous avons 2 200 000 km² de zone économique exclusive. Alors, l'État exerce une compétence exclusive sur les TAF. Et que dans le domaine de la pêche, c'est l'Union européenne qui a toutes les compétences sur les eaux communautaires sans que la région y soit associée. Voilà. Et donc, ça, c'est... j'ai répondu là à deux questions que vous nous posiez.
Si vous voulez là-dessus que l'on discute, on peut le faire. Sinon, je peux continuer dans la question que vous nous posiez aussi. Si nous souhaiterions exercer des compétences dans de nouveaux domaines, notamment des compétences normatives. Et vous nous demandez aussi s'il y a des compétences que l'on souhaite restituer à l'État compte tenu de la difficulté à les exercer ou du manque d'intérêt que nous pourrions avoir. Vous savez, dans tous les domaines que je viens de citer, il serait souhaitable que la région puisse disposer de compétences normatives. Je pourrais citer d'autres exemples. Dans le domaine de l'économie, il serait également souhaitable que nous puissions agir en matière de régulation pour éviter, par exemple, des situations de position dominante ou de monopole qui sont caractéristiques, comme vous le savez, des économies de comptoir. Dans le domaine de l'énergie, la Réunion ne dispose pas de diagnostic de performance énergétique comme cela est le cas en France hexagonale. Vous savez, les classifications des logements de A à G en fonction des performances énergétiques. Et donc, nous avons aussi été désignés comme porteurs associés pour déployer le service d'accompagnement à la rénovation énergétique à La Réunion, repris sous la marque France Rénov. Dans ce cadre, une méthodologie adaptée au contexte local a été élaborée pour La Réunion afin de pouvoir réaliser des diagnostics énergétiques des logements qui permettraient d'identifier et de prioriser des travaux à réaliser pour améliorer les performances énergétiques. Il convient de donner la possibilité pour la région Réunion de valider un DPE spécifique pour le territoire avec l'appui des services centraux de l'État. Cette demande est également relayée par la Fédération réunionnaise du bâtiment travaux publics. Il conviendrait en outre d'élargir le DPE de la Réunion en incluant l'installation des panneaux en autoconstruction. Et donc, nous avons donc tout ce travail à faire et dans le même ordre d'idées, on pourrait envisager de modifier la RTA DOM en prévoyant pour les constructions neuves l'obligation d'installer des panneaux PV en autoconsommation en complément des chauffe-eau solaires et d'élargir le champ d'application des bâtiments tertiaires et à contrario, dans d'autres domaines, l'État doit assumer pleinement ses compétences. C'est le cas en matière de continuité territoriale. L'État doit garantir l'égalité de traitement entre ce qui a été réalisé dans d'autres territoires, comme la Corse, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, et celui de la Réunion, si cette intervention de l'État est d'autant plus légitime que la région Réunion est la région d'outre-mer la plus éloignée de la France continentale, de la France hexagonale. Vous nous demandez aussi l'appréciation que nous portons sur la prise en compte des spécificités et des souhaits des Outre-mer lors de l'élaboration des lois et décrets et la méthode qui permettrait de l'améliorer. Vous savez qu'il y a un réel décalage entre la proclamation au plus haut niveau de l'État du réflexe Outre-mer et de la réalité législative. Pour preuve, deux textes très récents et d'une importance cruciale pour les Outre-mer, mais qui ont fait l'impasse l'un et l'autre sur nos territoires, malheureusement. Je veux parler d'une part de la loi votée sur le pouvoir d'achat et la vie chère, et d'autre part du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables déposé sur le bureau du Sénat en septembre dernier, et qui, lui non plus, ne comprend aucune disposition sur les Outre-mer. Quand des projets de loi sur la vie chère et sur les énergies renouvelables oublient les Outre-mer, on peut penser que l'archipel France est encore une vue de l'esprit dans les services centraux chargés de rédiger les projets de loi et les décrets, comme si la nouvelle architecture institutionnelle et normative issue de la révision constitutionnelle de 2003 n'allait pas encore de soi. Et me basant sur ma longue expérience de parlementaire, je peux affirmer que ce n'est qu'au prix d'une énergie démesurée qu'on peut parfois rectifier le tir avec des amendements.
toujours au titre de mon expérience parlementaire, je dois dire à quel point l'adaptation des normes nationales par la voie des ordonnances est de moins en moins acceptable et acceptée. J'insiste pour qu'il y ait une véritable prise de conscience et qu'on réalise à quel point le fait de ne pas prendre le temps de réfléchir aux adaptations normatives en amont entraîne ensuite et parfois pour longtemps des conséquences au détriment de nos territoires. Il y a quelques pistes pour y remédier. C'est associer systématiquement le ministère des Outre-mer même, associer davantage en amont les exécutifs locaux à l'élaboration des normes, systématiser l'application de l'article 73 en rendant obligatoire la justification de l'absence d'adaptation. Pour conclure sur ce point, je dirais un mot sur les lois d'orientation ou de programmation relatives aux Outre-mer. Elles doivent prendre en compte la reconnaissance véritable de notre diversité, ce qui implique de consacrer des dispositions propres à chacun des territoires. Bref, de conjuguer également au pluriel la fabrique de la loi pour les Outre-mer. J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que c'est précisément cette logique plurielle qui sous-tend l'appel de Fort-de-France. La refondation que nous appelons de nos voeux n'implique pas, comme par le passé, une réponse unique, mais doit au contraire se traduire dans de multiples expressions élaborées par chacun des territoires. Alors, vous nous dites aussi que la Réunion est soumise au principe d'identité législative, un passage au principe de spécificité législative. Est-ce qu'il serait souhaitable dans certains domaines? Si oui, lesquels? Vous savez, la Réunion dispose d'un statut d'identité législative renforcé, spécifique, article 73.5, qui lui écarte la faculté d'exercer le pouvoir législatif sur habilitation du Parlement. Je dis bien sur habilitation du Parlement. Il pourrait effectivement être intéressant d'expérimenter le principe de spécialité législative à La Réunion dans certains domaines, comme par exemple celui de la politique énergétique ou en matière d'éducation et de lutte contre l'illettrisme. À partir du moment où cette expérimentation est encadrée par une habilitation. Et donc, vous savez que, vous me dites aussi que la région Réunion, bien que la région Réunion ne puisse en faire usage en application du 5e alinéa de l'article 73 de la Constitution, quelle appréciation nous portons sur les mécanismes qui permettraient de solliciter des habilitations à adapter les normes dans le domaine des compétences de l'État, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Voilà l'article 73.5 qui occupe, j'ai les parlementaires de la Réunion qui sont là. L'article 73.5 qui occupe le champ politique réunionnais depuis 15 ans et qui est devenu, je vous le dis, mesdames, messieurs les parlementaires, qui est devenu à la fois l'objet de fantasmes, le réceptacle de toutes les nostalgies, mais aussi l'instrument au service de quelques arrière-pensées électorales. Ouvrir à la Réunion la faculté de pouvoir dicter des normes, comme cela est reconnu à la Guyane, à la Martinique et à la Guadeloupe, relève d'une approche pragmatique, parfaitement dans l'esprit du principe de différenciation, étendu d'ailleurs au niveau national. À mon avis, le sujet doit se concentrer plutôt sur les moyens de rendre plus opérationnel ce dispositif. Il faudra bien finir par reconnaître que la puissance qu'on prête à ce dispositif dépasse, et de loin, sa véritable portée et a totalement laissé de côté ses imperfections qui ne sont pourtant pas minces. La lourdeur de la procédure, le coût élevé de l'ingénierie, l'absence de base de données listant les demandes comme les habilitations sont bien connues. Il y a aussi cette difficulté de taille d'ordre financier, puisque contrairement à un transfert de compétences, l'habilitation ne s'accompagne pas des ressources financières que suppose sa mise en œuvre. Le fait que le nombre d'habilitations n'a cessé de se réduire pour atteindre 0 depuis 2019 est une évolution qui doit interroger.
Le projet de réforme constitutionnelle de 2018 avait prévu d'apporter des améliorations pour corriger les lourdeurs du dispositif. Alors, vous nous demandez aussi si la Réunion a eu recours aux facultés d'adaptation des normes prévues par le second alinéa de l'article 73 de la Constitution ou des expérimentations législatives, le bilan que nous en tirons. Là, vous m'interrogez sur deux dispositifs d'adaptation, l'un spécifique aux Outre-mer, l'autre de droit commun. Comme l'ensemble des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, la région Réunion dispose en effet de la faculté d'adaptation des lois et règlements dans les matières relevant de ses compétences. Toutefois, en dépit de quelques annonces, aucune initiative en ce sens n'a été prise. C'est pourquoi nous pensons que les marges de manœuvre offertes par l'article 73 n'ont pas été épuisées et que nous appelons à l'optimisation de l'ensemble de ces potentialités pour des adaptations normatives d'initiatives locales ou nationales. Jusqu'ici, aucune collectivité de la Réunion n'a eu recours au dispositif d'expérimentation législative prévu par l'article 72, alinéa 4 de la Constitution. À vrai dire, cela n'est guère surprenant, tant ce dispositif de droit commun était de manière générale très peu utilisé dans sa version initiale de 2003, du fait notamment des conditions de sortie au bout de 5 ans. La suppression par la loi 3DS de l'alternative généralisation de l'expérimentation, sinon abandon, devrait donner à cette possibilité dérogatoire une certaine attractivité. Même s'il faut le noter, la pérennisation de l'expérimentation déjà rendue possible par le Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'une collectivité outre-mer, c'est l'arrêt 2019 relatif à la Guyane, n'a pas dynamisé le dispositif. Pour la région Réunion, nous envisageons de recourir à ce dispositif pour lutter contre l'illettrisme qui persiste à un niveau élevé à la Réunion. Quant à l'organisation des institutions, les règles de fonctionnement de la région à la Réunion, vous nous demandez si elles sont satisfaisantes, si nous avons relevé des points de blocage, des dysfonctionnements ou des problèmes d'interprétation des textes. L'organisation des institutions dans une région monodépartementale comme la Réunion exige une concertation permanente et elle existe entre l'ensemble des acteurs pour éviter les points de blocage. Ceux-ci dépendent donc de la qualité du dialogue entre les collectivités, entre elles et l'État. La conférence territoriale de l'action publique est un bon outil. Nous allons la réunir d'ailleurs dès le mois de décembre, le 2 décembre. Et vous nous demandez aussi la création d'une collectivité unique se substituant à la région ou au département. Est-ce que ça nous paraît de nature à améliorer l'efficacité des politiques publiques? Vous savez, mesdames, messieurs, la région monodépartementale a fait et fait toujours l'objet d'interrogations. Mais force est de constater, c'est très important ce que je vous dis là, qu'à l'épreuve des faits, la Réunion est parvenue à une répartition des compétences cohérente, allant même parfois au-delà de ce qui était prévu par les textes grâce à un exercice volontaire d'harmonisation de compétences entre la région et le département. La loi NOTRe a également contribué à une clarification nécessaire des compétences respectives de chacune des collectivités. Certes, des marges de progrès existent, mais la dynamique de développement durable qui est partagée par tous ne passe pas nécessairement par une modification de l'architecture institutionnelle. Je vous le dis, écoutez bien ça, hein. Il est désormais acté que la région Réunion récupérera à compter de janvier 2028 l'ensemble de la compétence agricole qu'elle partage actuellement avec la collectivité départementale. Cela, nous avons partagé cette décision. Ainsi, il lui reviendra d'assurer la pleine responsabilité en matière économique. Permettez-moi d'ajouter ici une réalité à laquelle on ne saurait faire guère quand on aborde les questions institutionnelles, à savoir la situation sociale hors norme de la Réunion. Qu'une collectivité comme le département soit dédiée au social, avec les moyens d'intervention à la fois budgétaires et humains, que cela correspond à une réalité qui confère au département sa légitimité. Alors, vous nous parlez aussi du rôle de l'État, comment nous jugeons le rôle et l'accompagnement de l'État pour exercer nos compétences, si les transferts se déroulent bien, si un accompagnement supplémentaire
est nécessaire. Vous savez, à chaque transfert se pose la question des moyens, et notamment de leur dynamique compte tenu de la progression démographique et du rattrapage des retards. L'un des transferts importants en faveur des régions d'outre-mer a été celui des routes nationales en 2008. Au moment de ce transfert, la région à l'époque avait souligné que les routes qui n'étaient pas aux normes de sécurité, la route du littoral, la route du Cap Laoussé, la route nationale 5, la route de Sillaos, devaient être préalablement sécurisées par l'État avant tout transfert. Or, le transfert s'est opéré sans que cette mise aux normes n'ait lieu. La région supporte aujourd'hui le poids de ce transfert et je peux vous assurer qu'il est très, très, très lourd. Sur les conditions de mise en œuvre de ce transfert des routes nationales et routes à grande circulation, des problèmes persistent. L'État mélange un peu ses compétences, le droit de regard entre libre circulation, sécurité routière, cas de l'avis négatif du préfet sur l'ouverture aux cyclistes de la nouvelle route du littoral, comme cela s'est fait lorsque l'on a ouvert une portion de la nouvelle route du littoral. Vous nous demandez aussi si la déconcentration, si elle permet suffisamment à l'État territorial d'adapter ses propres politiques dans ses domaines de compétences au contexte local, institutionnel, juridique, économique, social, culturel. Moi, je peux vous dire que ça, c'est le problème de l'État. On l'a vu avec la crise sanitaire, l'intérêt de plus en plus de déconcentration avec un rôle accru des préfets qui ont adapté des règles à la réalité locale. Alors, vous nous demandez aussi notre avis sur une éventuelle fusion des articles 73 et 74 de la Constitution qui ouvrent la voie des statuts sur mesure et à la fin de la dichotomie historique entre les DOM et DOM-COM. C'est des garde-fous qui devraient y figurer compte tenu de notre vision de l'avenir institutionnel de la Réunion. Il va de soi, mesdames, messieurs, que le statut à la carte, prôné au plus haut niveau de l'État par Jacques Chirac en 2000, dans son discours de Madiana, est appelé à connaître de nouveaux développements, donc à s'approfondir. Il est évident aussi que depuis la révision de 2003, il n'y a plus de distinction binaire entre les articles 73 et 74 dans leur nouvelle rédaction respective. Il y aurait donc une certaine logique à ce que le droit coïncide avec la réalité. Des propositions pour un article constitutionnel unique sont en circulation, nous le savons, mais il faut être prudent sur cette question et notamment cerner avec précision toutes les conséquences d'une telle évolution au niveau européen. Je souhaite insister surtout sur le fait que ce travail d'élaboration en cours doit sortir du cénacle des spécialistes et des politiques pour s'élargir à l'ensemble de la société. Il est impératif et urgent d'associer les citoyens, ce qui suppose un effort de pédagogie constant et intense. Cette étape d'explication est nécessaire pour écarter les postures démagogiques et faire preuve justement de pédagogie. Et vous nous demandez également quel sens nous donnons aux notions de différenciation et de responsabilisation, quel contenu concret on y attacherait, où on situerait la limite avec la notion d'autonomie. Cette question est d'importance car au-delà de l'aspect purement sémantique, elle permet de clarifier les termes du débat. La différenciation désigne la faculté de mettre en œuvre des politiques publiques à la diversité des territoires. Elle est indifféremment utilisée, qu'il s'agisse de compétences, des compétences ou des normes. Or, il s'agit de deux dispositifs distincts qui relèvent d'ailleurs de procédures législatives différentes. La différenciation pourrait recouvrir la possibilité pour une collectivité ou plusieurs collectivités d'exercer des compétences dont ne disposent pas l'ensemble des collectivités de la même catégorie. Tandis que la responsabilisation désignerait la faculté pour une collectivité d'adopter des normes adaptées à son territoire. Quant à leur limite par rapport à la notion d'autonomie, dont il faut d'ailleurs souligner la grande polysémie, elle se trouve avant tout, selon moi, dans l'existence ou pas de l'habilitation nécessaire à l'adaptation locale des normes nationales ou à l'adoption de ces normes, de ses propres normes. La frontière entre ces notions, c'est l'habilitation. Vous nous demandez
si l'article 73 de la Constitution devrait être modifié, quelles dispositions nous souhaiterions modifier, lesquelles sont un point de blocage pour les évolutions que nous souhaiterions. Nous souhaitons la suppression de l'alinéa 5 de l'article 73, étant entendu que des améliorations doivent simultanément être apportées à la procédure actuelle. C'est ce que nous souhaitons. Et donc, voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que vous nous aviez demandé, parce qu'il est devenu évident que produire l'avenir d'un territoire et d'une société exige de passer par la différenciation, que l'uniformité des règles présente plus de risques que de solutions. Cette nécessité d'une différenciation au sein de la République n'est d'ailleurs plus l'apanage des Outre-mer et se vérifie de plus en plus sur l'ensemble du territoire national, au point que le droit commun lui-même est en train de devenir un droit différencié. Cette évolution rejoint en ce sens les propos du général de Gaulle qui, dès 1968, avait affirmé que l'effort multiséculaire de centralisation qui fut longtemps nécessaire à notre pays pour réaliser et maintenir son unité ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain. En effet, pour revenir à l'article 73.5, notons que, outre les possibilités qu'elle ouvrirait, cette suppression a aussi une véritable portée symbolique. Elle signifierait que les Réunionnais ont confiance en eux-mêmes, qu'ils le manifestent. Bref, nous croyons en notre capacité collective d'agir pour les intérêts propres de la Réunion et des Réunionnais. C'est finalement donner plus de force à notre statut de département et de région. Et vous nous demandez également si la population adhère à la perspective d'une évolution des institutions, à une extension des compétences, s'il y a des souhaits d'évolution qui s'expriment dans le débat public, ce qui en est des socioprofessionnels, si une possible révision constitutionnelle suscite des inquiétudes ou des espoirs. Moi, je pense que la population aspire à une plus grande efficacité de l'action publique. À La Réunion, tous les acteurs conviennent qu'il faut passer à une nouvelle étape de notre développement compte tenu des nouveaux défis. Autonomie énergétique, transition écologique, sécurité alimentaire, insertion de notre environnement géoéconomique, tous ces objectifs sont partagés. C'est de notre projet de développement qu'il faut discuter. Ceux qui veulent polémiquer sur les questions institutionnelles font diversion. Pour notre part, nous venons de lancer la révision du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation pour définir ce que nous appelons la nouvelle économie pour bâtir la Réunion de 2030. Ce sont les exigences du développement qui appelleront les moyens juridiques et financiers nécessaires dans une approche pragmatique et non l'inverse. Voilà, mesdames, messieurs, si vous avez des questions, je vais tâcher de vous répondre. Merci, Madame la Présidente, d'avoir été aussi précise et d'avoir répondu de manière exhaustive aux questions qui vous ont été adressées. C'est fort agréable de pouvoir disposer de cette vision, y compris politique et juridique, sur les questions qui ont été adressées. Moi, j'ai une question sur un aspect qu'on n'a pas évoqué peut-être. C'est justement lié à l'ancrage régional de la Réunion. Est-ce que il peut y avoir un sujet pour la région de disposer de compétences diplomatiques décentralisées, ce qui n'est pas le cas. On sait que l'État, de manière générale, n'est pas très favorable à ce que les compétences décentralisées en matière diplomatique soient dévolues à des territoires, puisqu'il y a un aspect évidemment régalien de relations avec les territoires étrangers de proximité. Est-ce que c'est un aspect qui, pour vous, mériterait d'être creusé, ou est-ce que la région aujourd'hui dispose des moyens qui lui permettent de développer des partenariats dans le bassin dans lequel vous évoluez? C'est une excellente question, monsieur. Et c'est vrai que c'est une compétence régalienne, mais l'environnement géoéconomique dans lequel nous sommes mérite vraiment que l'on s'interroge. Nous sommes ici, on le dit à chaque fois,
la situation de la Réunion et géographiquement, elle est en Afrique. Mais notre histoire, c'est une histoire française. Et nous avons autour de nous des pays comme Madagascar, plus grand que la France, une ancienne colonie française, 27 millions d'habitants, avec ce pays avec lequel nous avons une relation qui est une relation constante, continue, étant donné que beaucoup de Réunionnais descendent aussi de Malgaches. Nous avons cette zone économique exclusive de 2 200 000 km², c'est la mer. Nous avons des pays avec lesquels la France a des relations, nous aussi on a des relations. Les personnes qui travaillent dans l'économie ont des relations, c'est le Mozambique, l'Afrique du Sud. Et donc tous ces grands pays, et nous avons aussi ce travail à faire pour la souveraineté alimentaire, le circuit court. Et donc, il est évident qu'il faut que l'on travaille aussi là-dessus. Lorsque, à La Réunion, on importe des produits qui viennent du Brésil pour nourrir nos bêtes et même pour se nourrir soi-même, hein. Et donc, on a quand même des relations à établir avec les pays de la zone qui permettrait aussi on dit à chaque fois que l'océan Indien, c'est ce grand lac anglais. Il y a le problème de la francophonie. Nous avons des 27 millions de Malgaches qui ont aussi plutôt la tendance à apprendre le français. Vous savez que dans notre région, il y a toute tous ces échanges que l'on pourrait avoir avec toute cette région, étant donné que dans l'océan Indien, vous avez les grandes puissances qui y sont, hein. Vous avez la Chine, l'Inde, la Russie, tout ce monde-là, et la France aussi, les Américains qui se trouvent aussi dans cette région. Et nous avons vraiment un rôle à jouer. Et la Réunion est sur l'axe d'échange entre l'Afrique et l'Asie, qui est en pleine émergence démographique et économique. C'est une question qu'il faut que l'on creuse. Il est évident, comme en Guyane, on doit aussi creuser la question, comme dans d'autres régions, on doit aussi poser cette question-là. Parce que dans le domaine de la coopération régionale et de l'action internationale, où l'État ou l'Union européenne, on conclut des accords, mais sans nous. Et donc, nos capacités juridiques d'agir dans ce domaine ne sont pas à la hauteur, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'ambition que nous portons pour une véritable politique de co-développement régional. Merci Madame la Présidente. Je me retourne vers mes collègues, peut-être ceux qui souhaitent. Micheline Jacques, un co-rapporteur. Merci, Président. Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie, Madame la Présidente, pour vos propos qui ont été très éclairants. J'aurais une question. Les statuts européens des Outre-mer ayant été déconnectés de leur statut de loi nationale, avez-vous identifié un risque? En effet, aujourd'hui, un territoire peut combiner les statuts de COM et de RUP, et DOM et PTOM, rester RUP ou encore être une COM et un PTOM. Non, tout à l'heure, je vous l'ai dit, madame. Je vous l'ai dit, je vous ai dit à tous, hein, il faut être très prudent parce qu'on est région ultra-périphérique. Et donc, c'est une question, quand on parle de l'article 60, la fusion de ces articles, il faut être extrêmement prudent en la matière. Parce que nous sommes région ultra-périphérique, la Réunion l'est, comme l'est aussi la Guyane, comme l'est la Guadeloupe, la Martinique, et donc la Mayotte. Et donc, c'est une question où il nous faut avancer vraiment avec très grande prudence, madame. Je vous remercie. Nassima, peut-être,
Non, je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais remercier la présidente de région parce qu'elle a, je crois, répondu de manière très exhaustive aux questions qui ont été posées par nos rapporteurs, que je remercie ici. Et puis, elle a été aussi très claire sur la pédagogie nécessaire pour ne pas faire peur aux citoyens, la volonté de garder les deux collectivités à La Réunion, réponse très claire aussi de la présidente. J'avais juste peut-être une demande sur... Comme sur la France métropolitaine, on parle sur la région parisienne d'un grand choc de décentralisation. Est-ce qu'un grand choc de décentralisation est possible pour le territoire de la Réunion? Et peut-être que la conférence territoriale qui se réunit envisage aussi d'orienter des pistes vers une plus forte décentralisation, et c'est vrai qu'au niveau des normes, principalement de l'habitat et celui de l'autonomie énergétique, il y a vraiment pour les territoires ultramarins un vrai sujet. Nous ne sommes pas pris en compte, même le débat qui a eu lieu hier ici même au Sénat, on l'a dit dans les commissions, alors que nous avons du solaire chez nous et que le solaire reste l'énergie la moins chère, que ce soit sur le plan national, on n'en parle pas, l'éolien en mer, oui, nous sommes plutôt à côté de la plaque concernant les énergies renouvelables dans le grand débat national qui est en train de se poser, et la présidente l'a bien souligné. Oui, en la matière, c'est inscrit dans notre projet de développement. Et nous savons aussi que toutes les régions de la France hexagonale aspirent aussi à ce qu'il y ait une grande décentralisation. Et nous rejoignons en la matière les aspirations aussi des régions de France. Ce qui nous importe, nous, c'est notre projet de développement. Et Mme Dindar le dit bien, hein, parce que nous avons tellement à faire sur notre territoire en matière d'énergie, et surtout nous avons les moyens, enfin les moyens naturels, puisque nous avons la mer, nous avons le soleil, nous avons le vent, et donc en la matière, nous partageons les aspirations des régions de France, mais ce qui importe vraiment, c'est notre projet de développement, et la conférence territoriale nous aidera à mieux nous parler, à mieux nous concerter. Nous parlons déjà pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Nous parlons entre nous. Il y a vraiment, entre le département et la région, nous partageons pas mal de sujets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le FEADER que l'on va, qui est la matière économique que nous allons reprendre en 2028, et tout cela en bonne intelligence parce qu'on est la seule région de France à ne pas gérer ces fonds européens. Et donc, on le fait en bonne intelligence. Parce que ça importe aussi. Peut-être pour compléter ma question, Madame la Présidente, c'est quand je parlais d'un grand choc, c'est que la réalité de notre budget outre-mer, nous le validons à hauteur de 2 milliards d'euros. Or, sur l'ensemble de ce que les outre-mer ont dans le budget national, on nous parle de 21 milliards. Est-ce que sur ce fonds-là, c'est le grand choc, ça serait vraiment de concerter ces 21 milliards qui seraient en lien avec les présidents de toutes les collectivités, hein, DROM, COM, la possibilité d'avoir une vraie lisibilité. Or, nous ne l'avons pas. Quand nous sommes des parlementaires, nous votons le budget de l'outre-mer à hauteur de 2 milliards, mais nous n'avons aucune vue sur les questions essentielles que la présidente vient de donner, le logement, les normes, l'économie, l'éducation, qui sont des sujets, et même sur le plan social, la santé, qui sont des sujets cruciaux. Donc, c'était cette cohérence-là que moi, en tant que parlementaire, je peux... je trouve que c'est une négligence sur le plan national à l'égard de l'ensemble des parlementaires et des présidents de collectivités des DROM-COM. C'est un beau constat que je partage.
Merci. Viviane Mallet. Oui, bonjour Madame la Présidente. Je vous remercie aussi pour vos propos liminaires qui nous ont bien éclairés, et surtout votre volonté aussi également de garder les compétences département et région. Mais vous avez déjà répondu à ma question. En fait, je voulais savoir, et je suis heureuse de l'apprendre aujourd'hui, que la conférence des territoires se réunira le 2 décembre. Parce que pour moi, je pensais que, effectivement, avant d'entamer un débat institutionnel qui est toujours passionné sur l'île de la Réunion, et même sur les autres départements d'outre-mer d'ailleurs, je pensais qu'il fallait mieux que les deux collectivités, associées effectivement aussi aux EPCI et aux mairies, harmonisent leurs compétences afin de proposer des actions essentielles à l'ambition de notre territoire. Et apparemment, cette conférence se déroulera le 2 décembre, et je voulais savoir quelles sont déjà, quelle serait la trame de cette conférence initiale. Il y a déjà, Mme Mallet, il y a déjà le schéma régional de développement économique, et quelque chose qui va vous intéresser aussi, la gestion des déchets. Mais en même temps, nous voudrions faire aussi l'ordre du jour avec tout le monde, puisque ça va concerner toute la Réunion. Nous voudrions faire... Il y a déjà ça. Ces deux points qui sont des deux points d'importance pour toute la Réunion, et nous voudrions le compléter évidemment avec tous les partenaires ici. On ne le fait pas tout seul, hein. On veut vraiment partager. Vous voulez partager, donc les EPCI et les mairies commencent déjà à travailler avec le département et la région à ce propos. Vous savez que la composition, elle est fixée par un arrêté préfectoral, donc là-dessus, pour nous, il n'y a pas de souci. Merci Madame la Présidente. Et pour éclairer le débat, si je peux me permettre, et juste demander à Nassima si tu peux éteindre ton micro. Merci. Vous dire qu'à la suite de la réunion et du repas qui a eu lieu à l'Élysée, je crois qu'il y a un certain nombre de courriers qui vont être adressés aux exécutifs. Ils le sont, hein, puisque j'ai eu connaissance au moins de celui concernant mon territoire. Et donc l'idée du gouvernement, c'est d'avoir... Et donc ça va venir, entre guillemets, se juxtaposer ou superposer aux initiatives sur les différents territoires. Et c'est pour ça que je l'évoque, Madame la Présidente, puisque vous évoquez la conférence des territoires à La Réunion. Le gouvernement souhaite travailler sur 9 chantiers. Je vais vous les donner dans l'ordre, hein. Le retard indéniable des investissements, les questions environnementales, les aides au développement économique dans les territoires, l'ensemble des politiques de l'État passées au crible de leur efficacité et de la création de valeur, l'inadaptation des normes, l'insertion des territoires dans leur environnement régional, la culture et la mémoire, la fiscalité, et en résultante de ces 8 thèmes, les institutions si cela est nécessaire. C'est précisé dans le courrier. Donc le gouvernement en fait, et ça avait été dit d'ailleurs par Jean-François Carinco quand nous l'avions auditionné. Donc voilà un peu comment ça risque, entre guillemets, de venir percuter les différents travaux que les territoires pourraient engager dans le cadre de leur fonctionnement normal. Je voulais simplement vous l'apporter, mais je pense que toutes les collectivités, et notamment les signataires de l'appel de Fort-de-France, vont être destinataires ou le sont déjà. On l'est déjà. Il y a 9 points, mais ce qui manque, il manque un 10e point, c'est l'énergie, à moins que ce soit dans le point 2, question environnementale. Mais il manque l'énergie quand même. Pour nous, c'est une question d'importance, comme pour tout le monde, hein, je suppose. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est certainement globalisé dans le volet environnemental de manière sens commun. Très bien. Merci. Il n'y a plus de questions. Oui, Victoire Jasmin, peut-être une intervention. Et ensuite, Vivette Lopez. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente, et merci pour les réponses que vous avez apportées aux membres de la délégation jusqu'à maintenant. Mais au cours de votre intervention, vous avez évoqué la possibilité en 2028 que la région ait l'émission concernant l'agriculture. Alors, je crois que c'est bien ce qui a été dit.
Hein? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. Alors, il se pose un problème. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez concernant les sociétés d'aménagement foncier, les SAFER. Le transfert d'une part, le transfert du foncier, mais il y a des gros problèmes sur nos différents territoires, y compris à La Réunion, où il y a la FNSAFER qui a organisé il y a 2 jours avec les différents représentants des SAFER de nos territoires, une rencontre. Le problème des dotations pour permettre aux SAFER déjà d'exister, mais de jouer pleinement leur rôle. Et vous avez évoqué au cours de votre intervention la question de la souveraineté alimentaire que vous envisagez évidemment, ce qui est tout à fait juste et honorable. Alors, il y a un lien évidemment sur le foncier disponible et sur la possibilité également pour les jeunes, parce que le problème du chômage, c'est vrai, pourrait être en partie résolu si beaucoup de jeunes étaient en capacité de travailler la terre pour cette souveraineté que vous voulez. Il y a l'autre problème, c'est aussi le problème des transports, parce que vous avez évoqué le développement économique, mais pour l'économique est lié également aux problématiques liées au transport. Et là, sur votre territoire comme sur les nôtres, l'UNOSTRA interpelle et s'inquiète énormément concernant l'offre assurantielle, d'une part, mais aussi les complications qu'il y a pour nos transporteurs, et ceux de La Réunion ne sont pas en reste, dans la mesure où, avec les différentes mesures qui seront prises pour le climat et la nécessité d'avoir des véhicules propres, eh bien, ça va mettre en difficulté certains, en tout cas la plupart, des transporteurs lorsqu'il y aura évidemment des marchés publics. Donc ce sont des éléments qui contribuent à la fois au développement, à la réduction du chômage, mais qui ont évidemment des possibilités d'emploi direct et même indirect, mais avec un certain nombre de freins liés à notre situation géographique et particulièrement pour La Réunion. Donc je voudrais savoir ce que vous entendiez mettre en place. Et la dernière chose, c'est la question de la CDP9 et l'avis conforme. Alors est-ce que vous avez déjà prévu des actions à mettre en œuvre pour changer les choses? Je vous remercie. Madame, je vous remercie vraiment pour votre question parce que la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Et j'ouvre une parenthèse aussi pour vous dire que le FEADER qui est géré actuellement par le département, c'est en accord avec eux, hein, parce que le FEADER, c'est l'économie. Donc, c'est naturel que nous, en 2028, parce que c'est la seule région de France où le FEADER est géré par le département. Donc, il est naturel que nous et en accord, hein, tout ça en bonne intelligence avec le département, que nous gérions le FEADER. Ce que je voudrais vous dire, madame, la souveraineté alimentaire, pour nous, elle nous tient à cœur. Elle nous tient à cœur parce que déjà à La Réunion, on est la région qui produit 70% des fruits et légumes dont elle a besoin. Et c'est remarquable. Je dirais même, parce que souvent on nous dit que La Réunion, il faut qu'elle soit meilleure. Eh bien, je peux vous dire, et ça, toute modestie mise à part, hein, que La Réunion, la production locale représente 60% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire des Outre-mer. Donc, c'est une question d'importance. Et pour avoir notre souveraineté alimentaire, il nous manque 1000 hectares, selon l'Association des industriels de La Réunion. 1000 hectares et nous avons les terres qu'il faut, mais encore, il faut vraiment défricher ces terres pour que nous ayons l'autonomie alimentaire. Et cela nous tient vraiment à cœur. Et donc, en matière de transport, nous-mêmes, nous allons l'année prochaine mettre en œuvre les états généraux de la mobilité. Et donc, parce que nous avons aujourd'hui, comme sans doute dans beaucoup des Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, mais en tous les cas chez nous, nous avons 450 000 voitures qui circulent, nous avons 28 000 immatriculations tous les ans, et donc c'est une nécessité absolue pour que le transport en commun devienne, disons, populaire, devienne un peu la règle. Mais ça n'est pas facile parce que les gens sont attachés à la voiture individuelle. Il y a le système du covoiturage, mais c'est une grande question
Nous en avons parlé hier. Nous avons mis en tant que région de la gratuité pour les étudiants, de la gratuité à l'avenir pour les travailleurs pauvres. Nous mettons la gratuité pour les demandeurs d'emploi. Et donc, nous essayons de faire en sorte que le transport en commun soit attractif. Encore faut-il que nous mettons aussi des TCSP à la disposition de ces transports. Et ça, c'est la grande question chez nous sur un territoire étroit comme le nôtre. C'est une grande question que nous nous posons et à la question à laquelle nous essayons vraiment de répondre. Vous me parlez de la CDPENAF, et là aussi, la CDPENAF, c'est l'exemple aussi de l'affaire pour laquelle il nous faut vraiment qu'il y ait de l'adaptation. Et donc, nous travaillons actuellement sur le schéma d'aménagement régional. Tous ceux qui habitent la terre de la Réunion sont concernés par ce schéma d'aménagement régional où nous allons vraiment sur un territoire qui est occupé à 42-43% par parc national, la forêt, etc. Et ensuite, où nous avons 38 000 hectares qui sont consacrés à l'agriculture. Vous voyez que la situation n'est pas simple, mais et c'est pour cela que il faut parler plus, parler mieux avec les citoyens, parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Il faut le plus possible associer les citoyens à la réalité des pays, des régions dans lesquelles nous vivons. Merci Madame la Présidente. Pour écarter vraiment toute démagogie, parce que c'est ça aussi qui domine. Voilà. Vivette Lopez, souhaitez-vous poser une question, madame? Non, je ne souhaite pas vous poser de questions. Je souhaitais simplement, Madame la Présidente, vous saluer, compte tenu que nous avons partagé quelques jours en mer avec les jeunes de la Réunion et de Mayotte. Voilà, et vous remercier encore une fois pour toutes vos explications claires et précises. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Ce fut un moment magnifique, madame. Vous vous rappelez, cela nous a rappelé et vraiment que la France, quelquefois, ignore combien elle est riche avec son domaine maritime. Elle oublie qu'elle est la première puissance maritime européenne, la deuxième puissance maritime du monde, et donc que les Outre-mer, c'est la richesse aussi de la France. C'est pour cela que nous souhaitons vraiment que elle s'intéresse plus, elle s'intéresse mieux à nous, qu'elle nous écoute plus, qu'elle nous écoute mieux. Tout à fait. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, peut-être Victorien Lurel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Madame la Présidente. J'aimerais faire un propos liminaire, avant peut-être de poser une ou deux questions à Huguette Bello. Nous avons un problème de méthode. En écoutant la lettre que les exécutifs ont reçue, que moi je n'ai pas, on nous propose donc de faire la revue générale des politiques publiques. Et donc, et Huguette Bello a cité, un problème déjà d'adaptation, ça peut être un problème de dérogation, ou ça peut être un problème de fixation des normes. Et quand je dis des normes, pas simplement techniques ou de construction, des normes législatives, des normes juridiques. Donc, on va faire cette revue générale, par exemple, et je prends ce que Huguette Bello nous a dit avec beaucoup de précision et d'excellence, les normes de construction, l'article 40 de la loi Elan, la loi littorale, une certaine forme d'autonomie sur la politique maritime, une meilleure organisation de la coopération, en rénovation énergétique, notamment sur les nouvelles normes techniques en matière de rénovation thermique, sur la RTA DOM,
Bon, en Guadeloupe, nous, on a, par habilitation, fait une RTG, qui est une réglementation spécifique à la Guadeloupe, et qui a été d'ailleurs exportée, mais c'est vrai, ça a coûté quelque argent. On peut y ajouter, en matière agricole, ce que vient de dire Coty Jasmin, la SAFER, la CDPNAF, les SAR, le transport. Bon, on va donc, cette vision-là est celle de l'État, mais c'est aussi celle de beaucoup d'élus, de dire qu'il y a une révision constitutionnelle, mais en fait, il faut d'abord améliorer les politiques publiques dans le cadre de l'identité législative. Et donc, on n'a pas besoin de bouger tout ça si on améliore les politiques actuellement conduites. J'entends ça depuis, il est vrai, depuis longtemps, c'est une méthode. Et quand on communique mal, et ce qui m'intéressait, c'était précisément l'opinion des politiques réunionnais et l'écosystème réunionnais, notamment l'état de l'opinion publique réunionnaise. Est-on prêt, oui ou non, à faire un pas et dans quel sens? Quel quantum, quel degré, où on améliore l'existant? Moi, j'ai une voie un peu différente, qui est la troisième, qui consiste à dire, on a fait l'expérience en 2003 de référendum, enfin de consultation préalable pour recueillir le consentement des populations. Ça a été un non massif en Guadeloupe parce qu'on a fait des erreurs considérables. Et on m'a accusé d'avoir été un conservateur pour dire non à l'Assemblée unique parce que ça n'apportait rien dans le cadre du droit commun. Je persiste à dire ça. Au point que, 10 ans ou 12 ans après, je ne sais pas combien de temps se sont écoulés, la Martinique dit « je la pratique, je n'en veux plus ». La Guyane pratique, je n'en veux plus. Donc il me faut évoluer. Et évoluer à plusieurs sens. C'est soit on évolue dans le cadre du droit commun en améliorant l'existant par revue générale des politiques publiques, soit on change de régime législatif. La troisième voie, c'est de dire non, on fait bouger la Constitution. Après, c'est une deuxième étape, cette affaire-là. C'est vrai que pour le moment, c'est l'affaire des élus. D'abord des élus. Les élus sont-ils prêts à participer aux travaux de révision constitutionnelle? Et c'est la question, moi, c'est comme ça que je l'aborde en Guadeloupe. J'entends les journalistes demander aux élus, ah bon, vous êtes pour l'évolution statutaire? Vous êtes pour changer le régime législatif? Vous voulez une assemblée unique dans le droit commun? Vous voulez une assemblée commune qui garde le département, qui garde la région, mais qui aurait une seule, comme Paris d'ailleurs, qui aurait une seule assemblée gérant les deux collectivités? Moi, je n'en suis pas là. Quand j'entends la présidente Huguette Bello parler, de dire qu'on peut faire mieux dans le cadre existant. On garde le département, on a ce débat-là en Guadeloupe, de dire moi maintenant, peu manchot, département et région, l'essentiel c'est la délégation des compétences qu'on va faire et au département, si on garde les deux, et à la région. Ou si une assemblée unique, les gens seraient d'accord après consultation pour fusionner, mais dans un cadre législatif assoupli, élargissant le champ des possible. C'est ça la question véritable. Si on commence à mêler l'état de l'opinion publique, l'état des positions des élus, le gouvernement fait exactement ce qu'il est en train de nous faire pour dire, eh bien, mettez-vous d'accord sur les politiques publiques. Qu'est-ce que vous demandez dans l'article 42 de la loi Elan? Qu'est-ce que vous demandez après la loi Letchimy sur la coopération? Qu'est-ce que vous demandez en politique maritime? Mettez de l'argent. C'est la meilleure manière d'enterrer le dossier. Je le dis très clairement. Je dis qu'il faut d'abord un consensus des élus sans pour autant éloigner les populations. Parce qu'il faudra arriver un moment, après avoir acté des consensus, modifier la Constitution en élargissant le champ des possibles, avec le résultat suivant. C'est ce que nous disons et c'est ce que j'ai dit à toutes les autorités, les éminences ministérielles, c'est de dire que si un département, ça peut être le cas de la Réunion ou de la Guadeloupe, veut rester éternellement comme il est, c'est son choix. On ne l'impose pas de choisir. En revanche, la coquille constitutionnelle qui va recueillir ces demandes sera élargie, assouplie, plus de choix, plus de liberté pour choisir son éventuel régime législatif. Alors, qui est fusion du 73 du 74, on peut voir. On peut avoir aussi la frayeur de dire, mais notre argent sera séparé avec les COM, donc il faudrait que le gouvernement fasse un effort budgétaire et financier. Je connais l'affaire. Bon, j'avais dit à François Hollande que l'égalité transcende les statuts. J'estime qu'un Polynésien, un Calédonien, un Wallisien ou un Saint-Pierre et Miquelonais doit exactement
l'égalité française. C'est à vous à faire l'effort qui convient, parce que je me méfie de la conception française de l'autonomie qui consiste à dire, vous voulez être plus responsable, vous voulez plus vous autogérer, eh bien vous allez payer. Très bien. Il faut donc être prudent. Huguette Bello a raison. Mais moi, je plaide auprès des élus pour dire, n'ayons pas peur d'être dans une révision constitutionnelle. Ensuite, préparons-nous, précisément après avoir peut-être fait la revue de ces politiques publiques, pour convaincre nos opinions qu'un changement qui nous permet d'améliorer l'existant, qui nous permet en subsidiarité au sein de la République française de mieux faire que l'État central, on ne prendrait dans une loi organique que ce que nous ferions mieux que l'État central. Le mieux placé pour agir devrait pouvoir agir avec des moyens appropriés. Et moi, mon stade aujourd'hui de communication, c'est de dire à la population, vous ne pouvez pas arrêter M. Macron, il doit nécessairement changer la Constitution parce qu'il y a le titre 13 relatif à la Nouvelle-Calédonie. La Corse a demandé à y être. Et quand on vient concrètement, maintenant, pardonnez-moi d'être un peu long, la Réunion, êtes-vous d'accord pour supprimer l'alinéa 5? Huguette Bello dit oui. Êtes-vous prêt à aller plus loin? Pour le moment, non. On garde le département et la région, et on vient de dire que les routes, par exemple, en 2028, seraient confiées à la Réunion. Très bien, ça devrait être acté dans une CTAP, ou, puisqu'il y a apparemment, il n'y a pas de congrès à la Réunion. Donc, il y a deux instances pour faire ça à droit constant. C'est le congrès des élus départementaux et régionaux, et maintenant il y a les maires, après l'amendement Théophile. Moi, j'avais demandé à mettre tous les élus d'ailleurs pour d'autres motifs, mais bon, il y a cette instance-là qui est politique et qui demande des compétences, des délégations ou des décentralisations, des transferts verticaux de l'État vers nous. Et puis, il y a la CTAP qui peut être en matière horizontale. Le Congrès peut le faire aussi. Aujourd'hui, aucune CTAP, ça se réunit en Guadeloupe, aucune CTAP n'a eu le courage de dire, vous les agglos, il y en a trop en Guadeloupe. Il y en a 6 pour 387 000 habitants. Est-ce qu'on peut gérer, par exemple, le département gère les collèges et les lycées, par exemple, ou la région, et que tout ce qui est social, c'est le... bon, bref, de faire une répartition plus harmonieuse, tout en gardant les deux, hein, et si on arrive à bien dessiner les blocs de compétences. Pour le moment, et je finis là, c'est bien un préalable, je finis là. Le gouvernement nous a fait le coup et le Parlement nous a fait le même coup. Quand je dis coup, ce n'est pas péjoratif, croyez-moi. On a eu ici, au Sénat, une proposition de loi faite par la majorité sénatoriale, les LR. C'était porté par Mathieu Darnaud. Il y avait un article 6 dans cette affaire pour dire on va améliorer la rédaction du 73 et voire même du 74. L'article n'était pas satisfaisant, mais c'était déjà une avancée par rapport à l'existant. Quel est le problème de l'existant? C'est la notion d'adaptation. Et c'est surtout l'interprétation du Conseil constitutionnel, qui est une interprétation restrictive. Quand en 82, Mitterrand a voulu supprimer les cantons, on lui a dit non, c'est impossible. Alors donc on a fait la révision de 2003 avec habilitation. Moi j'ai fait 29 lois de région, j'ai fait autant de décrets de région. Ça nous a coûté rien que pour la réglementation thermique des constructions, nous l'avons. Pour la formation, nous avons un régime spécifique par habilitation. Rien que pour la rénovation thermique, ça m'a coûté 5 millions. Alors qu'un seul amendement peut régler le problème avec transfert de compétences. Dans les, Huguette Bello l'a dit, ce n'est pas le cas lorsqu'il y a habilitation. Donc ça a des limitations. On a amélioré quand même le régime, c'était pour 2 ans, maintenant c'est sur une mandature, le nouvel exécutif peut reprendre, etc. Mais c'est toujours coûteux. Ensuite, vous n'avez pas l'ingénierie technique, et c'est vrai, et souvent vous avez les directions de l'administration centrale qui vous disent, mais ce qu'on faisait pour rien avant, maintenant on vous le fait, mais vous payez. Bon, moi j'ai eu à vivre ça, cette affaire-là. Donc c'est donc de savoir comment on aborde la question politiquement avec le gouvernement. Je sens le gouvernement très frileux, comptant sur nos divisions, comme c'est arrivé au Sénat. Eh bien, lorsque l'article 6 des LR sont arrivés à l'hémicycle, on l'a retiré. Et moi, j'ai dit, je soutiens ça. Ce n'est pas satisfaisant, mais il faut avancer. Après, les départements, les collectivités seront libres
de choisir ou de ne pas choisir, de rester comme ils sont. En plus, il y a un autre verrou, c'est qu'il y aura une consultation préalable des populations. Et on aura une amélioration, on saura au moins déjà le contenu ou le pré-projet de loi organique. On ne pourra plus dire, comme j'ai entendu en Martinique et en Guadeloupe, on va acheter chatte en sac, c'est-à-dire c'est aveugle, hein, tu sais pas. Mon problème, c'est ça. Si les élus, au point où nous en sommes, et c'est pourquoi la déclaration de Fort-de-France, elle est plus timide que celle de Basse-Terre, faite il y a des années, en 97. Elle est plus timide. On parle de politique publique, d'amélioration. Bien sûr, il faut améliorer les politiques publiques. Mais si vous conditionnez une éventuelle révision constitutionnelle à la revue générale des politiques publiques, à un consensus préalable entre les élus, on nous fera le coup qu'on nous a fait déjà au gouvernement, le coup qu'on nous fait au Sénat de dire entendez-vous. Moi, on est venu me voir pour me dire ah, la Polynésie n'est pas d'accord, donc on retire le texte. On nous dira demain, ah mais la Réunion a une autre position, vous la Guadeloupe avez une autre position, on retire le texte. Moi, je me bats pour une révision constitutionnelle. Je veux aller plus loin que la notion d'adaptation. Je veux que nous ayons plus de responsabilités, mais sans diminuer, vous me direz que je demande tout et le contraire de tout, je veux qu'on augmente les dotations octroyées aux Outre-mer compte tenu du long retard qui est le nôtre depuis toujours. Et ça, c'est un combat, ça demande un minimum d'unité. Si on se déchire sur la révision constitutionnelle, en laissant des démagogues faire croire que c'est l'indépendance ou l'antichambre de l'indépendance, on ne réussira rien et le gouvernement nous renverra à nos divisions ou à nos peurs. Moi, je dis ça, c'est pourquoi je suis prudent sur la communication. C'est pourquoi la question que j'aurais posée à Huguette Bello, quel est le débat public à La Réunion? Quel est l'état de l'opinion publique? Il y a-t-il, M. Virapoulet continue, me dit-on, à être Missi Dominici partout pour dire qu'il faut garder l'article 5 et que c'est une bande d'irresponsables qui demande ça. Quel est l'état de l'opinion publique? Parce que je suis aussi conscient, et je m'arrête là, même si on fait le découplage entre la partie constitutionnelle, travaux préalables de révision constitutionnelle, et la réception par l'opinion publique, il y aura toujours un lien, il y aura toujours un démagogue pour dire, vous voyez, ils préparent des choses, ils n'ont rien foutu en Guadeloupe sur l'eau, sur le transport, sur les déchets et que sais-je encore, sur la santé, et vous voyez, ils demandent un supplément de pouvoir. Messieurs, accomplissez mieux ce que vous avez déjà. Alors, il faut qu'on balaye devant notre porte, et je m'arrête vraiment. Personne n'a demandé des habilitations, sauf la Guadeloupe. Et moi, je l'ai fait à l'époque. Personne ne demande des habilitations. Et j'avais même aidé la Martinique à avoir une habilitation en matière de transport. Je ne sais pas quelle est l'effectivité, la déclinaison concrète de cette habilitation, si elle a été prise, publiée, si elle a été utilisée. On dit ça en bouche, mais on ne fait rien concrètement pour faire les choses. Alors moi, j'ai résolu, après 40 ans, presque, ou 36 ans de vie politique, de dire... si je refuse un mauvais projet, si on me donne 2003, je revoterai contre, parce que c'est simplement la fusion dans le même régime législatif qui est celui de l'identité. Je refuse ça. En revanche, si on m'ouvre le champ des possibles dans la Constitution, après, on aura peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de combat pour convaincre nos opinions que c'est une meilleure chose en subsidiarité. Et puis, ça ne change pas, et Micheline a eu raison de dire, le truc des RUP, maintenant, c'est assoupli. Il y a, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, mais c'est vrai, Saint-Martin est dans le 74 et pourtant est RUP. Et a les mêmes crédits que d'autres RUP, Saint-Barthélemy et PTOM. Et donc à d'autres types de crédits, peut-être moindres, mais d'autres types de crédits. Moi, j'appelle à la confiance. Et je demanderai à mes collègues, entendons-nous pour dire oui, nous voulons travailler à une révision constitutionnelle. Pour autant, ne nous obligez pas à braquer nos opinions, ne nous obligez pas à choisir contre notre volonté un statut qui ne serait pas adopté par nos populations. Voilà donc ce préalable-là que je tenais à faire pour que nous réunissions ce travail qui me paraît indispensable. Et il y a une fenêtre qui est ouverte, Monsieur le Président Artano.
Monsieur Macron n'a pas la majorité parlementaire à lui seul. On doit tenir compte plus du Parlement, quelles que soient nos couleurs politiques. Nous devons nous entendre au moins à minima, même si c'est un mauvais projet, mais qui améliore l'existant, qui nous fait sortir d'une interprétation restrictive du Conseil constitutionnel. Nous aurons gagné au change et peut-être ce sont les générations futures qui vont devoir appliquer ça. Mais de saisir cette chance qui est peut-être unique pour changer les choses chez nous sans pour autant perturber le quotidien de nos populations. Monsieur le Président et Madame la co-rapporteure, juste une proposition avec l'accord de l'ensemble de mes collègues. Avant que ce rapport, qui est un rapport très important, ne sorte, est-ce qu'on ne pourrait pas réunir les deux commissions des deux assemblées, commission des Outre-mer, pour qu'on ait sur la méthode une proposition partagée et que notre rapport ne fasse pas après écho à d'autres façons de faire pour clôturer ce que mon collègue a brillamment résumé sur la méthode et ne pas opposer de manière très clivante un point de vue à un autre. Ça pourrait être utilisé pour ou contre nos populations. Ça fait partie des sujets que j'évoquerai avec le président de la délégation de l'Assemblée quand on se verra la semaine prochaine, voilà, pour être tout à fait honnête. Donc, Madame la Présidente, je vous laisse la parole pour pouvoir répondre à Victorin Lurel. Je vais répondre très brièvement parce que moi je pense que c'est les échanges que nous avons ce matin, c'est vraiment utile pour nous tous. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner un maximum de force à la région et répondre aussi à Victorin Lurel pour lui dire que tout débat serein sur les institutions, à La Réunion, c'est impossible étant donné les préoccupations électoralistes qu'il y a. Et donc, moi, notre horizon à nous, c'est pas un horizon électoraliste, un horizon demain 2023. Notre horizon, c'est 2030, 2040, c'est ça notre horizon. Et donc, ce que nous disons aussi, ce sont les exigences du développement qui appelleront aussi les moyens juridiques et financiers si nécessaire, dans une approche vraiment pragmatique et non pas l'inverse. Et dans cet esprit, c'est le principe de subsidiarité qui doit prévaloir, c'est cela. Et donc, je veux pas de débat dogmatique, mais vraiment pragmatique. C'est cela, je pense c'est cela qui doit l'emporter. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je vous propose, mes chers collègues, de pouvoir mettre un terme à cette audition. Merci chaleureusement au nom de l'ensemble de la délégation et de mes collègues qui sont présents, qui ont été actifs lors de cette audition, Madame la Présidente, pour la qualité de nos échanges et évidemment la délégation et preneuses en l'occurrence, des supports que vous voudrez bien nous faire parvenir, notamment la réponse aux questions que vous nous avez dévoilées. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.